Wesh. J'espère que vous allez bien. Tout est dans le titre. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai lu vos livres préférés et que je viens vous en faire un retour. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous avais demandé de donner votre livre préféré tout simplement et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me répondre. Je crois que j'ai eu presque une 60aine de réponses. Donc j'ai fait une petite sélection, j'en ai choisi 7. Pour un peu de transparence, comment je les ai sélectionnés, j'ai choisi d'une part des textes qui me faisaient un minimum envie. Pas forcément des textes que je connaissais déjà, mais en tout cas des textes qui, en allant me renseigner rapidement dessus, je me disais ouais ok j'ai envie de lire ça. Parce que j'avais pas envie, peut-être c'est une banalité que je dis, mais genre juste j'avais pas envie de sélectionner des livres juste parce que vous me les aviez recommandés et en fait tout en sachant que j'allais pas du tout avoir envie de les lire ou j'allais pas du tout les aimer, enfin bref voilà. Et j'ai choisi aussi des textes relativement courts parce que je voulais pouvoir en lire plusieurs et je voulais pouvoir vous faire un retour assez rapide. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, c'est un texte que j'ai envie de lire, mais voilà, c'est hyper long, donc j'avais pas envie de, si vous voulez, devoir étaler cette vidéo vraiment sur plusieurs mois et tout ça, j'avais envie de pouvoir globalement lire la sélection un peu rapidement. Pour faire un petit disclaimer évidemment avant de commencer, parce que mes avis sont assez inégaux sur les livres. Il y a des trucs que j'ai beaucoup aimés, d'autres beaucoup moins. Et donc voilà, je vous remets pas en question en tant que personne si j'ai pas adoré votre livre préféré. Il n'y a pas d'attaque personnelle quoi. Globalement, je peux comprendre ce qu'on peut aimer dans tous ces livres et je suis juste trop contente d'avoir découvert tout ça grâce à vous. Peu importe l'avis que j'en tire au final. Je vous ai demandé à chacun et chacune de me faire un petit retour par note vocale sur pourquoi c'est votre livre préféré. Il y en a qui ont été plus synthétiques que d'autres, donc peut-être que je vais cut un petit peu, je m'excuse par avance. Voilà, l'idée c'était que vous puissiez aussi défendre vos chouchous, quoi, vos favoris, et que voilà, il n'y ait pas que mon avis. Enfin, je sais pas, j'avais envie de vous donner un petit peu la parole, j'avais envie que cette vidéo, elle soit un petit peu à l'image des échanges qu'on a toutes et tous ensemble au quotidien, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube maintenant. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Lorsque j'ai lu Les Mémoires d'un fou, j'ai eu la sensation que Flaubert avait écrit ce récit pour moi. Cela peut sembler prétentieux, mais il y avait certaines phrases, certains passages, où j'avais l'impression que Flaubert peignait mes sentiments, mes états d'âme. Je me suis dit par moments que j'aurais pu écrire ces phrases, j'aurais pu écrire Les Mémoires d'un fou, avec moins de talent et de génie que Flaubert, c'est certain, mais cela a profondément marqué ma vie de lectrice. Ensuite, j'encourage absolument tout le monde à découvrir les œuvres de jeunesse de Flaubert, parce qu'elles sont un pont à la compréhension de ce grand personnage et de ses œuvres majeures. C'est aussi le moyen de découvrir une écriture encore jeune, un style incisif où Flaubert ose, n'a pas peur. C'est aussi une écriture plus personnelle, avec des questionnements métaphysiques, philosophiques, des connaissances de l'être, et c'est absolument passionnant. Mémoires d'un fou de Gustave Flaubert, donc ce tout petit texte édité avec une très belle couverture aux éditions Alia. J'adore cette maison d'édition. J'ai passé un très bon moment de lecture, on est dans un espèce de plaidoyer un peu contre la vie. J'ai ressenti un petit peu ça comme ça. Vous voyez une espèce d'un cri très innocent contre la violence de l'existence, toutes ces injustices morales, sentimentales. On a aussi un espèce de récit d'un amour fantasmé, en tout cas un amour inatteignable. C'était très chouette. Après, j'ai trouvé effectivement, mais je pense que c'est dû au fait que ce soit un écrit de jeunesse, une certaine immaturité notable quand même dans le texte. On sent que c'est vraiment un cri du cœur, quoi. Je sais pas comment vous dire. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant. On sent que c'est vraiment un cri du cœur. On sent que c'est vraiment quelque chose de passionné, voilà quoi, où il y met un petit peu toutes ses tripes, mais où du coup, ça crée un peu des maladresses, quelque chose qui stylistiquement est assez inégal, mais globalement un très bon moment de lecture. Très contente. Oui, non mais un truc hyper important. Je fais comme si mais c'était quand même mon premier Flaubert. Je trouve que c'est notable que je n'ai jamais lu encore ce monument de la littérature. Et donc j'entre dans l'œuvre de Flaubert avec ce texte et ça me donne envie de m'attaquer à ses romans les plus connus et les plus réputés. J'ai découvert Thierry Metz grâce à un autre poète ouvrier, grâce à la page 76 d'un autre livre. Joseph Pontus, à la ligne Feuillet d'usine. J'ai fini ce livre, j'ai commencé Journal d'un manœuvre. Je l'ai lu, je l'ai relu, encore, il est toujours là, tout près. J'aime cette écriture à l'os, j'ai trouvé une puissance rare dans cette simplicité. À travers cette écriture, lente, dépouillée, chaque mot, chaque silence prend sens. Ce n'est pas juste un témoignage, juste une description d'un chantier au quotidien. C'est un voyage poétique, au jour le jour, dans la rudesse d'un chantier. On plonge en lui, on y trouve son rapport au temps, au lieu, à la solitude. La fatigue devient centrale, physique, existentielle. C'est un livre humble,
débordant d'humanité. C'est une œuvre rare, belle, sèche. Merci Joseph Pontus. Sur Journal d'un manœuvre, moi j'ai été un poil déçue. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré À la ligne de Joseph Pontus. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les romans politiques. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo d'ailleurs. Donc j'avais adoré À la ligne de Joseph Pontus. Et je m'attendais à retrouver quelque chose un peu du même genre. Donc en fait, on est, si vous voulez, sur donc un journal en manœuvre, mais qui en fait, on est entre le journal et le recueil de poésie. Si vous voulez, c'est aussi écrit en vers libre. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà. J'ai été beaucoup moins touchée par le style. Il y a des petits passages où j'ai trouvé qu'il y avait des petites fulgurances, où j'ai trouvé qu'il y avait un rythme, vous voyez, qui était intéressant. Moi, je trouve que c'est quand même hyper important de donner la parole à d'autres représentations et de montrer qu'en fait la poésie c'est pas là que pour représenter l'amour et le quotidien de la bourgeoisie, mais qu'on peut montrer avec un style magnifique tout un tas d'autres choses. Mais justement, le style magnifique, là, je crois que je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas trouvé ce qui, moi, me touche. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je suis quand même hyper contente de l'avoir lu parce que ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste et que j'avais envie de le découvrir. Donc, c'est chose faite. Je pense que c'est un classique quand même de la littérature un peu politique. Donc, c'est pour ça que je tenais à le lire. J'aime ce qu'il représente idéologiquement, historiquement. Mais d'un point de vue littéraire, ça n'a pas été un coup de cœur de fou. Il y avait aussi un style assez superficiel. Vous voyez, quand on dirait que c'est pas vraiment... Enfin, qu'en gros, l'auteur, il essaye de faire un truc... Enfin, il essaye de faire du style, mais qu'en fait, c'est pas vraiment lui, ça vient pas vraiment de ses tripes. Enfin, voilà, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Donc Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot, la personne qui me l'a conseillé n'a pas voulu me faire de note vocale donc pour me donner son retour quand elle a su que j'avais pas du tout aimé le bouquin. Voilà, c'est son choix et je respecte, y a pas de souci. Mais donc vraiment Thomas l'Obscur, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que vraiment j'ai détesté, c'est que c'est un livre qui m'a mis en colère en vrai. Parce que pourquoi ça m'a mis en colère, c'est parce qu'en fait j'ai eu l'impression qu'en fait c'était la version littéraire de Heidegger. Tout simplement. Et Heidegger, c'est un philosophe que je déteste au plus haut point. Donc je sais pas si tout le monde a connaissance un petit peu de son travail, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil pour savoir à quel point c'est nul. Enfin, à quel point c'est même catastrophique. Bref, je passe. Mais donc, en fait, oui, je disais, j'avais l'impression de lire Heidegger en version littéraire, parce que je trouve que c'est une espèce de réflexion sur l'être et le non-être. En fait, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me touche pas du tout et que je trouve pas intéressant, en fait. Je trouve que c'est, en fait, du vent. Enfin, vraiment, je trouve que c'est disserté sur du rien et ça m'agace. Voilà. Ça m'agace énormément. Dans mes notes, j'avais noté 2 êtres qui s'aiment, mais ne parviennent à se trouver que dans ce qu'ils ne sont pas. Puis vient la mort et le deuil. Voilà. Effectivement, j'ai trouvé que la dimension sur le deuil, sur la mort, pouvait être un petit peu intéressante, mais c'était trop marginal dans l'ensemble du texte. Je voulais vous trouver peut-être 1 ou 2 passages à vous lire, pour que vous compreniez tout le long du texte. J'ai mis des points d'interrogation, des points d'exclamation, d'énervement. Voilà. Mais du coup, pour que vous voyez en fait ce que j'entends par réflexion sur l'être et le non-être, que je trouve être disserté sur du vide. Mon Dieu, elle est bien. Non, elle est. Elle est parfaite au point de vue être. Elle a élevé au plus haut la joie du plus grand esprit trouvant sa plus belle pensée. Ok. Ensuite, je cherche des trucs un peu courts et un peu éloquents. C'est la propriété de ma pensée, non pas de m'assurer de l'existence, comme toute chose, comme la pierre, mais de m'assurer de l'être dans le néant même et de me convier à n'être pas pour me faire sentir alors mon admirable absence. Peut-être que je le lis mal, hein. Je dis pas que... Je pense que l'intonation n'y est pas. Pour moi, ça s'inscrit dans tous ces philosophes. Alors, on est sur un ouvrage de littérature, mais vraiment dans tout ce que je déteste dans la philosophie. Je suis énervée. Bref, donc ensuite, passons à des choses plus réjouissantes. Je t'ai proposé la pleurer-t-elle parce que choisir un livre préféré, ce qui était l'intitulé, je crois, de ta question, c'est vraiment compliqué et ça changerait tous les jours, je pense, si on me demandait tous les jours. Et donc j'ai réfléchi à un livre que j'adorais vraiment profondément et qui était intéressant pour ta vidéo. Et j'ai pensé justement à La pluie à rethel de Pirotte parce que c'est un livre qui est très peu connu, mais quand les gens le connaissent, il est un peu culte. C'est un livre qui change, qui change à chaque lecture. C'est-à-dire qu'après avoir lu Robe grillée, par exemple, je l'ai relu et il y a des passages où je me suis dit « Ah oui, ça c'est un pastiche de Robe grillée ». Donc c'est un livre qui est vraiment très riche, qui est vraiment désespéré, qui est unique, je trouve, en son genre. Et Pirotte, c'est un des plus grands poètes et plus grands écrivains français, de langue française, parce qu'il est belge, que j'ai pu lire. C'est une personne que j'adore, et donc, c'est un écrivain que j'adore. Et donc ça me faisait plaisir potentiellement que tu en parles et qu'il soit sur YouTube.
Et c'est vraiment un livre qui moi, me bouleverse à chaque lecture et me change et change à chaque lecture. En fait, on passe pas un truc plus réjouissant parce que j'ai pas trop aimé non plus. Enfin, c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai abandonné. En gros, juste après avoir lu Thomas l'Obscur, parce que là, je vous en parle dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc, juste après avoir lu Thomas l'Obscur, j'ai commencé La pluie arrête elle, qui m'a été donc conseillée par Maxence, et j'ai abandonné au bout de une trentaine ou quarantaine de pages. Parce que je sais pas, j'avais l'impression de repartir un petit peu dans le même style de texte. Où en fait on se perd dans des pensées avec un style qui est pas particulièrement intéressant et qui du coup nous tient pas non plus dans l'ouvrage. Une narration très floue, flottante, voire inexistante. Et voilà, moi j'ai pas de problème avec les textes qui sont pas narratifs, mais j'ai besoin que le style il me tienne dans... Enfin, en gros, j'ai besoin soit d'avoir des personnages auxquels je m'attache, soit d'avoir une intrigue qui me tient, soit d'avoir un style qui m'appelle et qui fait que j'ai envie de poursuivre cette expérience esthétique jusqu'au bout. Et quand il y a aucun de ces trois trucs-là, bah du coup, j'ai pas envie de lire le livre. Et en l'occurrence, bah voilà, là c'est ce que ça m'a fait avec ça. Donc en fait, j'ai rien à vous en dire. Et Maxence en parle très bien. Je sais qu'il ne se vexera pas de ce que j'en dis. Moi, je t'ai recommandé de lire La vie têtue de Juliette Rousseau. Cette autrice, j'en avais plus d'abord entendu parler en tant que militante. J'ai vu ce livre un jour qui était posé dans les escaliers chez ma mère. C'était une amie à elle qui l'avait prêté. En fait, j'en avais déjà, je pense, entendu parler un petit peu via les réseaux et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de lire ce petit livre. Et puis en fait, là, je l'ai ouvert et je n'ai pas réussi à le lâcher. Je pense que la première fois que je l'ai lu, ça a été très rapide et en fait chaque chose que je faisais, je tenais ce livre dans mes mains. J'arrivais vraiment pas à le lâcher et je trouvais ça hyper beau. Sa façon d'aborder les relations entre femmes à travers les générations, la question de la maternité et puis aussi beaucoup la question du deuil. À chaque page, j'avais presque envie de noter les citations. À la première lecture, j'ai moins vu... je me suis moins sentie impactée par la question du deuil. Je l'ai relu parce que je trouvais que c'était un livre hyper intelligent de la façon dont il était écrit et puis avec des mots très justes pour décrire des sentiments qui peuvent être difficiles et sur des cheminements de pensée. Et donc je l'ai relu cette année, en décembre. Et puis en fait, là j'ai beaucoup plus pris mon temps et du coup c'était hyper agréable de le relire. Moi je trouve que c'est un livre qui fait l'effet d'une petite bombe et qui est vraiment très fort et très puissant dans les mots qui sont choisis. J'ai adoré le relire et je pense que je pourrais encore le relire, abordant une façon d'écrire qui est super intéressante, à la fois très politique et puis en même temps très poétique. Des vrais mots pour dire des vraies choses. La vie têtue de Juliette Rousseau, ça a été une énorme claque pour moi. Ça a été vraiment un coup de poing dans l'estomac, c'est un livre qui m'a complètement bouleversée, j'ai pas pleuré mais presque, vraiment dès que je l'ai ouvert c'était impossible de le reposer, ça a été complètement addictif. C'est le genre de livre, je sais pas si ça vous fait ça, des fois moi ça me fait ça souvent souvent. Ça arrive que ça me fasse ça avec des films, avec des livres, avec des œuvres en général, ce truc de on adore et on déteste en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez comme une espèce de fascination un peu malsaine quoi, on déteste mais du coup on adore. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'a fait un peu ça. En fait j'ai trouvé que la dimension où elle s'adresse à sa sœur sur un peu un retour sur sa vie, où en fait elle fait un peu un bilan de sa propre vie à elle à travers une adresse à sa sœur décédée, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau, c'était vraiment sublime. J'ai vraiment beaucoup aimé son style qui est à la fois je saurais pas vraiment comment le décrire, on est sur quelque chose de très cru, de très violent, parfois même vulgaire et en même temps de vraiment maîtriser. J'ai trouvé que le style était vraiment très très maîtrisé. Mais en même temps, pour aller sur les aspects un peu plus négatifs, j'ai trouvé que on avait un peu plusieurs ouvrages dans un même ouvrage et que ça c'était pas très maîtrisé. En gros, j'ai trouvé que l'aspect formel d'organisation du texte n'était pas très maîtrisé. Comme si en fait il y avait eu plein de bribes de trucs qui avaient été mis ensemble sans être destinés à l'être et que le mélange n'était pas forcément toujours fou. Il y a des passages, si vous voulez, qui sont écrits par exemple en vers, vous voyez. Et ces passages-là, j'y suis restée complètement hermétique. Alors vraiment, ça m'est passé au-dessus. Rien à foutre. Je veux dire, ouais, ça m'en a vraiment touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Et l'autre truc aussi qui m'a déplu, entre guillemets, c'est la dimension politique, parce que du coup, c'est un texte qui traite beaucoup de violences, des violences patriarcales. C'est un sujet, évidemment, qui me touche, et j'ai trouvé que c'était intéressant de l'aborder de cette manière-là, à travers, en fait, d'aborder les violences patriarcales sous le prisme des relations entre femmes. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais Juliette Rousseau, donc c'est une autrice qui se revendique de l'écoféminisme, et moi c'est un courant avec lequel je n'ai aucune affinité idéologique, vraiment, voire que je trouve problématique sous plein d'aspects.
Notamment, un truc qui transpire vraiment dans les lignes, c'est tout le mythe en fait, de la sorcière. Je vais pas du tout disserter sur la question du mythe de la sorcière parce qu'il y a Qu'est-ce qu'on lit qui a sorti une vidéo là-dessus récemment et je trouve qu'elle dit tout ce qu'il y a à en dire et je n'ai rien à rajouter. Où elle revient notamment sur les ouvrages de Mona Chollet et de Silvia Federici et de tout ce qu'ils ont de absolument catastrophique d'un point de vue scientifique. Donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi. J'en ai un peu marre d'entendre parler de ce mythe tout le temps. Mais du coup, d'un point de vue littéraire, j'ai beaucoup aimé, d'un point de vue politique, beaucoup moins. Mais c'est pas grave, parce que c'est de la littérature. Alors, je te fais ce petit vocal pour essayer de t'expliquer pourquoi j'ai autant aimé Mopra. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais juste préciser que je l'ai lu qu'une seule fois, et il y a à peu près 2 ans, je crois. Donc, du coup, tout ce que je vais dire, ce sera à partir de mes souvenirs. Alors déjà, dès que j'ai commencé ma lecture de Mopra, j'ai tout de suite senti que j'allais adorer. Enfin, j'ai tout de suite été à fond dans son univers. J'ai adoré l'ambiance un peu médiévale, sombre et violente, limite gothique qu'on retrouve dans Mopra. Donc c'est vraiment déjà son ambiance qui m'a happée. Et puis surtout son écriture. Il y a des passages vraiment sublimes. Et ce que j'adore dans Mopra, c'est que c'est pas juste une histoire d'amour, mais que c'est bien plus que ça. Entre le roman d'apprentissage et le roman de chevalerie. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il nous montre aussi l'importance de l'éducation, l'amour qu'a George Sand pour justement l'éducation et la philosophie. Enfin voilà les éléments principaux que je retiens maintenant 2 ans après ma lecture de Mopra. J'étais super contente dans le cadre de cette vidéo de découvrir enfin la plume et l'œuvre de George Sand. En plus, petite dédicace à Apocalypticard s'il passe par là, parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on le lisait en même temps, par story interposée, et du coup, on a transformé un petit peu nos lectures respectives en lectures communes, et du coup, c'était trop cool de pouvoir partager vraiment au fil de la lecture, de pouvoir échanger. En plus, on a lu quasiment au même rythme, donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Il y a un personnage notamment que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Patience, qui est en fait le personnage qui amène toute la dimension politique de l'œuvre, qui est celui qui va venir dénoncer les inégalités entre les hommes, les inégalités de classe, qui va venir un peu porter, vous voyez, une espèce de forme de propagande socialiste, en quelque sorte. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que c'était un personnage qui apportait une richesse aussi au niveau de l'intrigue. C'est pas juste, si vous voulez, il fait d'immenses tirades politiques, c'est pas que ça, quoi. Après, j'ai trouvé qu'en termes de style, encore une fois, il y avait vraiment pas grand-chose de notable. C'est quelque chose de très agréable, mais on est un peu sur un truc, vous voyez, un peu classique shit du 19e, quoi, je trouve. C'est-à-dire une intrigue amoureuse, très prenante, avec des personnages très chevaleresques, qui en font des caisses, enfin voilà, ça s'évanouit de peur et de tristesse, et ça tombe malade d'angoisse et machin, nanana. Donc quand on lit un texte du 19e et qu'on a envie de trouver ça, on est très content de lire Mopra de George Sand. Moi, en l'occurrence, c'est ce que j'attendais, donc j'étais hyper contente. C'est un espèce de plaidoyer pour l'éducation et contre la peine de mort, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant sur dans quelle mesure, en fait, l'éducation de tout le monde, elle serait la solution à tous les maux du monde, et au fait de faire tout simplement d'avoir des meilleures personnes. Voilà, je sais pas, je le dis hyper mal, je trouve. Mais voilà, en tout cas, super contente d'avoir découvert George Sand avec ce texte. Et je suis trop contente que tu lises Just Kids. Ma lecture, elle date un peu, je l'avais lu il y a 4 ans, mais de ce que je me souviens, j'avais beaucoup aimé toute la réflexion autour du processus de création de Patti Smith. Je l'avais trouvé hyper inspirant. Ça donne envie de faire 1000 trucs une fois que t'as fermé le livre. J'avais beaucoup aimé aussi toute la description de leur relation avec Mapplethorpe, qui est assez indescriptible, entre amour, amitié, pleine de confiance, assez intense, haute en couleurs. Enfin, j'avais trouvé ça fou et ça m'avait fait beaucoup de bien de lire ça à l'époque. J'ai beaucoup aimé aussi que ça se passe dans le New York des années 60-70 et que elle fasse appel à plein de références culturelles, artistiques, musicales. J'avais découvert plein de choses en fait par ce biais. Et puis aussi, j'ai découvert Patti Smith avec ce livre et j'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré sa manière d'écrire qui est assez directe, mais qui se regarde pas du tout, qui est très humble, je trouve, très belle. Et c'est aussi un des rares livres dans ma vie qui m'a fait pleurer à la fin, donc voilà, c'est notable. Avant-dernier roman, c'est Just Kids de Patti Smith. Alors, j'y allais vraiment à reculons pour celui-là, faut le savoir. C'est le seul, je pense, que j'ai sélectionné en me disant
ok c'est un test mais je pense que je vais pas aimer, parce que je m'attendais à quelque chose avec énormément de sexe, énormément de drogue, et je sais pas, genre j'avais un peu la flemme. Et en fait c'est pas du tout ça. Donc il est venu balayer, si vous voulez, tous les préjugés que j'avais sur lui, ce roman, et je trouve que c'est agréable quand un livre fait ça, quand on a plein de préjugés négatifs, et qu'en fait on se fait contredire quoi. Voilà, je trouvais ça cool. On est sur une très belle histoire d'amour-amitié. Il faut savoir que c'est un roman qui est autobiographique. Et oui, on est sur une histoire d'amour qui, en raison de notamment la découverte de l'homosexualité dans des deux membres du couple, devient une amitié qui est passionnelle, une amitié qui est beaucoup tournée autour de l'art, l'amour de la création et de la créativité. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce bouquin. C'est un roman qui m'a donné envie d'écrire, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose que j'adore quand je lis un roman et que il est tellement question de création que j'en viens à poser le bouquin et à moi-même écrire parce que voilà, ça me stimule énormément intellectuellement. Donc j'adore les romans qui font ça. Patti Smith, elle arrive vraiment à créer une ambiance, un univers dans lequel elle nous fait rentrer. Et ça, c'était vraiment chouette. Après, j'ai trouvé que c'était un peu long, honnêtement. Le style était pas hyper maîtrisé. Je trouve que ça radotait pas mal. Et du coup, moi, si vous voulez, j'aurais bien enlevé 150 pages dans le bouquin, ça m'aurait pas manqué. Et je pense que même ça m'aurait rendu l'expérience plus intense. Vous voyez, de condenser un petit peu cette histoire merveilleuse, en vrai, que moi j'ai trouvé, qui avait même un aspect un peu presque onirique, quoi. Mais de condenser tout ça, j'ai l'impression que ça aurait donné plus de puissance au texte. Et que moi, des fois, voilà, il y avait des moments où ça me tombait un petit peu des mains quand même. Mais voilà, encore une fois, je suis hyper contente d'avoir découvert ce bouquin dans ce cadre-là, parce que je pense vraiment que c'est un livre vers lequel je ne serais jamais allée sinon. Tout d'abord, je dirais que La Mouette, c'est mon livre préféré par nostalgie et aussi par attachement à ce que cette pièce elle m'a apporté. En fait, je l'ai lu et je l'ai vu pour la première fois quand j'avais à peu près 15 ans. Et c'est cette pièce qui m'a fait aimer le théâtre, qui m'a introduite au théâtre. Et aujourd'hui, c'est un de mes genres littéraires préférés, donc il y a beaucoup d'attachement pour cette pièce. Ce livre, c'est aussi un des rares que j'arrive à relire, parce qu'à chaque fois, en fait, à chaque relecture, j'ai l'impression de redécouvrir la pièce, de voir quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais pas compris avant. Je trouve que les personnages sont incroyablement riches. Par exemple, quand j'étais ado, j'avais été particulièrement touchée par Constantin et par son côté artiste torturé qui résonnait beaucoup en moi à l'époque. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est plutôt le personnage de Macha qui est résignée à épouser un homme qu'elle n'aime pas par devoir, par convention, ou aussi le personnage de Trigorine qui est un écrivain un peu perdu et blasé dans son succès. Donc ces deux personnages-là, c'est ceux qui aujourd'hui, par exemple, à la nouvelle lecture que j'ai fait récemment, m'ont touché particulièrement. J'aime aussi cette pièce pour ce qu'elle raconte. Pour moi, en fait, il y a tout dans La Mouette. Il y a des amours brisés, il y a une réflexion sur la dépression, sur l'art, sur des incompréhensions, et un drame final qui, en fait, à chaque lecture me bouleverse, pour pas trop spoiler. Justement, cette réflexion sur l'art et sur l'écriture, à travers les personnages de Constantin et de Trigorine, fait aussi que j'aime lire et relire ce livre. Pour moi, en fait, les monologues de ces deux personnages font qu'il y a en fait en quelque sorte une œuvre dans l'œuvre, et ça fait justement la richesse de ce livre. Enfin, j'aime La Mouette pour la beauté de son écriture, surtout dans la traduction de Françoise Morvan et André Markovitch. Récemment, je l'ai relu et j'ai aussi été saisie étrangement par l'humour en fait qui peut se dégager de cette pièce, notamment parce qu'il y a un contraste, je trouve, entre des scènes très triviales et des scènes beaucoup plus profondes. Cette pièce, pour moi, en fait, elle a aussi des résonances actuelles. En fait, je trouve qu'elle n'est pas ancrée dans son époque, que les messages qu'elle délivre peuvent avoir une portée universelle et résonner en fait à toutes les lectures, à tous les âges de la vie. D'ailleurs, moi j'avais vu une mise en scène en 2012 qui s'appelait La nostalgie de l'avenir, et en fait qui reprenait la pièce mais à une époque actuelle, et je trouve que c'était très très bien et ça marchait tout à fait. Bref, pour moi, La Mouette, c'est un livre très très dense. Chaque lecture apporte quelque chose de nouveau, et je pense que c'est pour ça que c'est mon livre préféré. Bon, La Mouette, Justine en a très bien parlé. Moi, j'ai pas grand chose à vous en dire en fait, malheureusement. Ni que je n'ai pas aimé, ni que j'ai adoré et que du coup je n'arrive pas à en parler. C'est tout simplement qu'en fait, je lis très peu de théâtre, et là vraiment, je crois que je me suis heurtée à la forme. Le fait que ce soit donc une œuvre théâtrale, ça m'a empêchée d'accéder au fond du texte et de m'imprégner vraiment du style, de m'imprégner vraiment du propos. En même temps, ça me donne envie de lire plus de théâtre, du coup. Ça me donne envie d'essayer de me heurter un petit peu à ce genre-là pour réussir à apprécier. J'ai envie de relire ce texte donc plus tard. Mais là, voilà, je sens que j'ai été un petit peu hermétique à cause de la forme. Pour moi, c'est dur de lire du théâtre. Il y a certaines pièces, notamment le théâtre de l'absurde, j'aime vraiment beaucoup.
parce que je trouve que c'est hyper rythmé. Le fait justement que, en fait, on développe pas plus loin que... Enfin, comment dire, on développe pas beaucoup plus loin que ce qu'ont à dire les personnages dans du théâtre de l'absurde. Je trouve que c'est intéressant et tout. Mais là, ça m'a... Voilà, j'ai pas réussi à accéder en fait à la pièce. J'ai écouté donc la note vocale de Justine qui m'a quand même aidé à beaucoup plus l'apprécier. J'ai écouté aussi un podcast qui est fait par Plume Insolente à ce sujet-là que je vous mettrai en barre d'infos et qui m'a aussi aidé à l'apprécier davantage. Moi, il faut savoir que j'adore écouter les gens parler de ce qu'ils aiment et que ça me fait toujours apprécier davantage l'œuvre. Je me faisais la réflexion là récemment en écoutant Bégodeau parler d'Anora, qui est un film que j'avais bien aimé, mais genre voilà, sans plus. Et en fait, en entendant Bégodeau en parler et en vanter tous les mérites, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait tout ça et que c'était quand même vachement stylé. Enfin bref, voilà. Et ça m'a fait un peu la même chose là avec La Mouette, donc en entendant toutes ces personnes qui adorent cette pièce en parler. Mais donc voilà, c'était quand même un peu un défi pour moi que de lire du théâtre. Petite dédicace à Elsa Triolet, qui a traduit cette version, même si je crois qu'elle est moins bonne que celle que mentionne Justine. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je suis vraiment super contente de l'avoir faite. Je suis ravie des découvertes que j'ai pu faire grâce à vous. Même si voilà, j'ai pas eu d'immense coup de cœur non plus avec ces lectures, c'est des textes vers lesquels je ne me serais pas tournée sans vos suggestions, voire même dont j'avais pas connaissance, pour par exemple Mémoire d'un fou de Flaubert. Je pense que c'est une expérience que je réitérerai. En fait, du coup, vous avez un peu eu un bilan lecture de janvier parce que ça résume à peu près tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que je ne vous aurai pas vexé en parlant de manière un peu véhémente de certains livres. N'hésitez pas à, comme d'habitude, vous abonner, lâcher un petit pouce, lâcher un petit commentaire. J'adore vous lire, j'aime trop les gens là qui laissent des énormes pavés, plein de suggestions et tout ça. Je trouve que c'est hyper riche et j'espère que vous profitez aussi des commentaires les uns des autres. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites de très belles lectures.